Voilà, messieurs, c'est à vous. Vous avez une demi-heure pour répondre à cette question. Quelle solution pour demain avec l'agriculture et les nouvelles énergies? Eh bien, c'est parti. Écoutez, pour parler justement de ces solutions nouvelles sur les nouvelles énergies et l'agriculture, j'aimerais, Robin, que vous nous donniez votre vision un peu d'enseignant-chercheur, cette vision de hauteur, pour ouvrir le sujet et un peu enclencher ce débat entre nous. À vous la parole. Un peu, qu'est-ce qui s'observe dans l'écosystème agricole et notamment en matière à la fois de production d'énergie, mais aussi de consommation d'énergie? Très bien. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette parole. Donc d'abord, les enjeux autour de cette question d'énergie nouvelle. Sans surprise, les enjeux, c'est la lutte contre le changement climatique, la décarbonation de nos activités, et dans tout ça dans un contexte de raréfaction des ressources en énergie fossile, et également, c'était d'actualité ces dernières années, de souveraineté énergétique. Donc ça, c'est la toile de fond, c'est les enjeux. Pour répondre à ces enjeux-là, en France, on a une feuille de route, la stratégie nationale bas carbone. Et donc cette stratégie nationale bas carbone, elle préconise trois actions. C'est donc la diminution de nos consommations en énergie, le développement des énergies renouvelables et la séquestration de carbone dans les sols. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau du secteur agricole? Donc, bien sûr, les deux principaux postes de consommation d'énergie, sans surprise sur les exploitations agricoles, c'est la consommation de gasoil non routier, de GNR, et en deuxième, la consommation d'engrais azotés de synthèse, qui est le deuxième poste très important de consommation d'énergie. Donc, c'est voilà, sans doute les deux principaux enjeux de réduction de la consommation d'énergie. Donc à Purpan, on travaille sur ces thématiques-là, donc d'abord avec nos étudiants, mais également en recherche. Donc par exemple sur la ferme de l'école, on dispose d'une plateforme d'essai qui étudie des systèmes de culture alternatifs à la monoculture de maïs irrigué. Et donc au-delà d'évaluer les rendements, la marge brute, on évalue également des indicateurs tels que la consommation d'énergie. Quelques mots sur la séquestration de carbone, parce que c'est ma thématique de recherche. Donc, sur la séquestration de carbone, on pense bien sûr au stockage de matière organique dans les sols, mais je travaille également, par exemple, sur un projet de recherche qui consiste à capter du CO2 par les cendres de bois, par les cendres de bois de biomasse, et ensuite de valoriser ces cendres en agriculture. Donc il y a plein d'initiatives, pas mal de travaux de recherche sur ces questions de séquestration de carbone. Et enfin, il y a le sujet plus directement de la production d'énergie renouvelable. Donc pour ça, je vous ai préparé un panorama de nos productions d'énergie renouvelable. Donc le secteur agricole, ça pèse 12% de notre production d'énergie renouvelable en France. Et cette proportion, elle est amenée à augmenter de manière significative. Donc, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, il est prévu d'emmener cette proportion à 27%. Donc, clairement, en France, on mise sur le secteur agricole pour développer nos énergies renouvelables. Donc, si je devais faire ce panorama-là, il y a d'abord la méthanisation, la production de biogaz, donc, qui représente 16 TWh en France, avec un gisement en fonction des sources entre 89 et 170 TWh. Donc en termes de gisement, on peut faire x10, x5 pour soutenir le développement de cette filière. Donc voilà, d'abord la méthanisation. Ensuite, il y a bien sûr les biocarburants. Donc sur les biocarburants, on est à 12 TWh de production actuellement. Et la stratégie nationale bas carbone prévoit d'augmenter jusqu'à 30 TWh, sachant qu'on a déjà des capacités industrielles en place significatives en France, et on est proche déjà de ces 30 TWh de capacité de production. Ensuite, en troisième, un peu plus surprenant, on a l'éolien terrestre. J'en parle quand même parce qu'il y a 80% des éoliennes qui sont sur des parcelles agricoles. Ça représente des petites surfaces, ça représente 500 hectares. Mais en termes de production d'énergie, ça représente 10 TWh et c'est amené également à augmenter jusqu'à 64 TWh. Ensuite, on a la biomasse chaleur. Donc, quand on parle de biomasse chaleur, on peut penser à la sylviculture, aux forêts. Mais il y a également le secteur agricole qui apporte sa part. Donc, ça correspond à la taille des haies. Ça correspond aux cultures dédiées, miscanthus, taillis courte rotation. Donc là, c'est une petite production d'énergie, 4 TWh
en France, mais c'est également amené à augmenter jusqu'à 20, 22, 50 TWh en fonction des sources. Et en dernier, ce qui a été un peu une surprise dans ce travail bibliographique, on a le photovoltaïque. Photovoltaïque qui concerne beaucoup d'exploitations, plus de 10 000 exploitations en France, mais finalement ça représente seulement 0,8 TWh. Mais c'est un sujet de plus en plus d'actualité avec l'agrivoltaïsme dont on parle de plus en plus. Donc un chiffre clé sur l'agrivoltaïsme, 1% des surfaces cultivées utilisées en agrivoltaïsme, ça suffirait à produire l'intégralité de nos besoins en électricité. Voilà, mais ça, on pourra en reparler. Alors, merci Robin pour ces éclairages très instructifs. Et je propose de donner la parole à Christophe parce que finalement, on demande aux agriculteurs beaucoup de choses aujourd'hui. On leur demande de produire de l'alimentation. C'est un peu leur activité primaire et ce qu'on attend d'eux au quotidien. On leur demande d'aménager le territoire. Hein. Vous êtes les jardiniers de notre paysage. Et là, Robin nous dit, on vous demande aussi de produire de l'énergie et de moins consommer de l'énergie en même temps. Donc vous, votre vision d'agriculteur, c'est quoi au milieu de toute cette responsabilité qu'on vous fait porter et de toute cette ambition aussi que vous pouvez apporter sur le pays? Bonjour à tous. Bon, déjà vite fait, deux mots pour me présenter. Donc Christophe Rionneau, tu l'as dit, je suis co-secrétaire général du syndicat de la FDSEA du Tarn. Je suis aussi et surtout, c'est peut-être ça qui est le plus important dans le débat d'aujourd'hui, vice-président de la Chambre d'agriculture du Tarn en charge de tout l'urbanisme, de tout le développement territorial. Et je suis agriculteur chez moi sur un élevage, ça a été dit tout à l'heure, vous en parliez avec Irkalim, de veau d'Aveyron et du Ségala, donc un élevage de qualité. Et je suis aussi producteur d'énergie vu que j'ai 700-800 kilowatts de photovoltaïque sur les toitures de mes bâtiments. Et je suis aussi engagé dans un projet collectif de méthanisation avec des collègues à moi. Donc vous voyez un sujet finalement, je ne suis pas un cas à part, que les agriculteurs depuis une dizaine, une vingtaine d'années s'approprient cette question de la production d'énergie. Je dis une dizaine, une quinzaine, je devrais même dire peut-être une cinquantaine d'années parce que ça fait déjà depuis les années 70 qu'on a lancé la réflexion sur le diester. Comment avec du colza on garde la protéine pour nos animaux et on peut produire une énergie à côté. Donc cette finalement double fonction là, on l'apporte depuis longtemps. Et quand je dis double fonction, je pense que c'est bien là le sujet aussi qu'il faut que l'on arrive à bien appréhender. Vous l'avez dit en propos introductif, il faut arriver à une souveraineté énergétique. Le monde agricole a les outils pour aider la société à aller là. Par contre, il ne faut pas oublier, il faut aussi aller sur une souveraineté alimentaire. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des sols, d'avoir de la terre, si on n'est pas capable de produire à manger pour alimenter les gens. Je pense que c'est en lien avec l'ensemble des discussions que vous avez eues tout à l'heure sur comment on fournit une alimentation de qualité aux gens. Et donc, dans cette alimentation de qualité, ne perdons pas de l'esprit de ne pas la mettre en concurrence avec la question du développement de la production d'énergie, mais bien de développer les choses côte à côte. Sur les questions, vous en avez parlé tout à l'heure, d'économie et d'utilisation des énergies qu'on va pouvoir apporter. Je trouve que la méthanisation est un bel exemple de ça. C'est-à-dire qu'on est capable de produire un gaz qui assez facilement, on a aujourd'hui quasi tout le génie pour pouvoir le mettre dans nos tracteurs dans la décennie qui arrive. C'est des choses qui vont techniquement être faisables, moyennant des investissements bien sûr. Mais à côté de ça, la méthanisation nous permet aussi de faire de l'économie d'azote. Économie d'azote, économie d'énergie, économie de gaz russe. Donc cette double approche-là, il faut bien sûr l'intégrer dans une forme d'économie circulaire qui sera celle de nos exploitations de demain. Et on continuera les échanges. Juste un petit mot pour aller au bout de ma réflexion. N'oublions pas que ceux qui vont porter ça, les sols qui vont porter ça, c'est les sols de nos fermes qui sont des exploitations familiales. Et je pense qu'au bout du bout, il faut qu'on soit capable de se donner les moyens et de donner les moyens au monde agricole et globalement à nos territoires, à nos collectivités et à toute notre ruralité d'être réellement acteurs du développement du photovoltaïque, lapsus, mais du développement général des énergies renouvelables. Quand je dis acteurs, c'est avoir les moyens de peser dans les décisions qui se passeront, avoir les moyens, se donner les moyens de pouvoir aller aux capitaux de ces structures pour pouvoir les maîtriser. Si on est capable de finalement avoir ce process de développement,
on fera déjà un bon gap vers l'acceptabilité et vers la capacité à le faire et à bien le faire dans les années qui viennent. Alors, merci Christophe. Effectivement, tout s'inscrit dans la complémentarité, ce double enjeu souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique, et ces besoins de moyens croissants, forcément, face à ces attentes. Sylvain, est-ce qu'on peut avoir votre regard un peu au niveau de Total Energy? Quel lien vous entretenez déjà avec le monde agricole et par rapport à ces enjeux aussi de souveraineté énergétique? Quelles sont les actions qui sont conduites au niveau de Total Energy et comment vous pouvez nous éclairer par rapport à ça? Alors d'abord, nos relations avec le monde agricole, elles sont multiples. On est fournisseur, on est client, on est partenaire, on fait plein de choses ensemble. Et depuis toujours, nous Total Energy, on a 100 ans, et ça fait 100 ans qu'on est au service de l'agriculture. Un petit chiffre quand même, rappeler quelque chose, c'est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui et le monde agricole qu'on connaît aujourd'hui en France n'a été possible que grâce à une énergie abondante et pas chère. Sans ça, on serait tous comme l'étaient nos aïeux à 4-5 générations. On serait tous agriculteurs, on ne serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas de congés payés, on n'irait pas à l'hôpital, on n'irait pas à l'école, etc., etc., etc. Donc il faut quand même rappeler ça, c'est qu'en fait, on est dans une situation un petit peu contradictoire, dans laquelle ce sont les énergies fossiles qui ont permis le développement d'une agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette énergie fossile, elle est génératrice de CO2. On a tous décidé collectivement que le CO2 était l'homme à abattre, et que donc il faut en sortir. Et que la solution pour en sortir, c'est très vraisemblablement l'agriculture. Donc en fait, on est dans une situation vraiment complexe et contradictoire dans laquelle c'est celui qui nous a permis d'être là aujourd'hui qu'on veut abattre. C'est quand même assez particulier. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors on est fournisseur de l'agriculture parce que dans les machines agricoles, il y a du carburant. On est le principal fournisseur de carburant pour le monde agricole. Dans les machines agricoles, il y a des lubrifiants. On est le principal fournisseur de lubrifiants. Et ça, on va avoir du mal à en sortir assez facilement d'ailleurs. Autant on pourra sortir assez facilement des carburants fossiles. Mais imaginez des carburants d'origine bio, c'est plus complexe. Donc il y a tous ces sujets-là. Mais du coup, on en sort. Donc on est en train de préparer, en partenariat avec le monde agricole, le système énergétique de demain. Et donc ça a été abordé là à différentes reprises. Il y a différents sujets. Il y a les sujets des biogaz, du gaz vert, de la méthanisation. Donc nous sommes le principal producteur de biogaz en France. Il est possible qu'on soit partenaire sur ce projet dans le Tarn, parce que je pense que oui, en fait. Ah, alors on est concurrents. Alors il y aura 2 projets. Il y a les sujets, évidemment, de biocarburants. Donc le sujet des colzas et des coproduits du colza pour produire des carburants, c'est un sujet important, hein. Aujourd'hui, quand vous faites le plein de diesel à la pompe, 10% du carburant est du biocarburant déjà. Et il est majoritairement produit par du colza, un peu par des coproduits, des résidus agroalimentaires, d'huile de friture, mais essentiellement du colza, clairement, quoi. Et puis, il y a le sujet de l'électricité verte, donc photovoltaïque, éolien et agrivoltaïsme. Mais l'enjeu, il est monstrueux, hein. Juste pour rappeler quand même, aujourd'hui, notre mix énergétique en France, c'est 25% d'électricité, 25% de gaz et 50% de carburant. Et donc, on a 75% de notre mix énergétique aujourd'hui en France qui est fossile et qui vient d'ailleurs. Donc en termes de souveraineté, on n'est pas bon en fait aujourd'hui. On est à la fois pas bon en CO2 et en souveraineté. Et l'enjeu, qui est super intéressant mais qui est complexe, c'est de virer ces 75% d'énergie fossile qui viennent d'ailleurs pour produire une énergie propre qu'on va faire chez nous. Et il va y avoir des impacts. Il va y avoir des impacts financiers, il va y avoir des impacts environnementaux, il va y avoir des impacts paysagers, mais on a à y gagner en souveraineté, en prix et en accès à une énergie décarbonée. Et donc là, il y a un enjeu très complexe de remplacer ces 75% d'énergie fossile par un truc qu'on va faire chez nous. Et c'est là que le monde agricole a un rôle clé. Alors justement, pour revenir au monde agricole, Vincent, est-ce que tu peux nous donner les éclairages que peut faire une coopérative comme Centre-Ouest Céréales, et justement en termes de production de biocarburants? Vous êtes très actif sur ce sujet-là, et même de production d'énergie en général, ce qui permettra de rebondir sur ce que nous a présenté Robin un peu en perspective, la vision de Christophe avec cette double enjeu de souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique, et ce que nous a dit Sylvain par rapport au rôle de Total au milieu de tout ça. Vous, en tant que coopérative des agriculteurs, quel est votre rôle et quels sont les enjeux que vous couvrez vis-à-vis de ça en matière d'énergie? Ok, donc d'abord, je vais peut-être représenter un petit peu la coopérative. Donc nous, c'est une coopérative agricole qui se trouve à Poitiers. Donc on a 1800 adhérents. On a fait en place une usine il y a 15 ans maintenant
pour justement valoriser le travail de nos agriculteurs avec une transformation de la graine de colza en tourteau alimentaire et en huile. Donc notre métier principal au début, il était de faire de la nourriture animale et humaine avec l'huile. Sauf qu'il y a eu les enjeux énergétiques qui sont arrivés au niveau de l'Europe, les enjeux français, et donc il a fallu un petit peu innover, apporter de la valeur ajoutée à nos agriculteurs. Et donc on a mis en place il y a 4 ans un process d'estérification. Donc dans la même usine qu'on va faire le tourteau et l'huile, on va pouvoir faire notre biocarburant qui est ni plus ni moins que de l'huile mélangée à de l'alcool, pour faire simple. Et donc on a commencé à travailler avec notre propre flotte de véhicules. Le but étant d'aller chercher notre grain de colza qui a été planté localement, de le transformer à l'usine avec des véhicules qui roulent le biocarburant et de pouvoir livrer derrière nos clients sur l'huile alimentaire et sur le tourteau avec des véhicules qui roulent le biocarburant. Donc notre vision, nous, au début, elle était vraiment de décarboner et d'apporter de la valeur ajoutée de manière locale. Et après, on a eu forcément des demandes sur le territoire national autour des zones à faible émission, les ZFE. Souvent, on parle de décarbonation. C'est pas tant la décarbonation, mais plutôt enlever la pollution atmosphérique des villes, qui est l'enjeu. Aujourd'hui, le colza, c'est une énergie qui va éviter la pollution atmosphérique de moins 85% par rapport au diesel. Ça reste une énergie qui marche avec un moteur thermique, donc on aura des NOx quoi qu'il arrive. C'est pas l'énergie la plus propre, mais c'est une énergie qui vient de France, donc qui valorise nos cultures françaises et qui vont, dans notre entreprise en tout cas, dans la coopérative, revenir sous forme de complément de prix à nos agriculteurs, et donc ça va forcément apporter un cash flow plus important. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus rogner la partie alimentaire, et nous, pour vous donner un exemple, sur 100 000 tonnes d'huile produite, la partie de biocarburant représente 15%. Donc c'est assez minime. Aujourd'hui, il y a un mix énergétique qui est proposé en France sur tous les véhicules. On en a parlé tout à l'heure, il y a le gaz, il y a le biogaz, il y a l'électrique. Demain, l'hydrogène va arriver. Et les biocarburants, ils sont là pour apporter, on va dire, à court terme, la fin de vie de nos moteurs thermiques. Pourquoi pas demain avoir des moteurs thermiques qui fonctionneront qu'avec des énergies biocarburants, donc soit du colza, soit d'huile usagée. Mais c'est vrai que ça reste quand même une énergie de transition. Voilà, on en est conscient. Et pour ça, à mon avis, on peut tout faire. Il faut juste continuer à produire du colza en France. Peut-être arrêter de vendre du colza pour faire de l'huile dans le monde et conserver notre colza pour assurer une souveraineté alimentaire et énergétique. Alors justement, Christophe, je sais que tu as envie de prendre la parole. Quel est ton regard sur justement ces points qui sont partagés là par Vincent et Sylvain, mais également la sécurisation du revenu des agriculteurs, cette inscription dans cette transition écologique. Quelle est ta vision, toi, du terrain en tant qu'agriculteur, quoi ? Bon, je vous fais juste une petite parenthèse actualité. Si la Commission européenne ratifie le Mercosur, le colza diester que l'on retrouvera dans nos voitures ne viendra pas uniquement de France, il viendra aussi d'Amérique du Sud. Et donc, tout ça pour mettre en parallèle quelque chose, c'est... Mince, mon portable est tombé par terre, c'est pas grave. Tout ça pour mettre en parallèle quelque chose, c'est qu'il ne faut pas développer finalement les énergies renouvelables de façon comme si c'était la jungle. On a depuis plusieurs années, plusieurs décennies essayé quand même d'amener un cadre à notre agriculture, un cadre à ce que l'on fait dans nos campagnes. Ben là, il faut faire pareil. Et effectivement, c'est pas bienveillant pour le monde agricole de rentrer du diester qui vient d'Amérique du Sud parce qu'il n'est pas produit avec les mêmes contraintes. Et que ce soit pour l'alimentation des hommes ou pour la voiture, si on ne dit pas d'OGM en France, il ne faut pas qu'il y en ait, quoi. C'est clairement, c'est juste de la mise en concurrence, c'est juste de la justice économique. Donc cette approche-là, il faut, je pense, quand même la penser, même si le monde de l'énergie, est au même titre que le monde de l'énergie alimentaire, est soumis à la concurrence et au fait qu'il faut toujours être le moins cher, le moins cher, le moins cher. Attention à ça. Attention à ne pas faire non plus n'importe quoi. Ça vaut pour le colza, ça vaut pour le développement de toutes les autres énergies. Et si là-dessus, je peux vous amener vite fait la vision et le travail que l'on a pu avoir dans le Tarn au niveau de la Chambre d'agriculture, notamment pour le développement de l'agrivoltaïsme, les panneaux solaires au sol en lien avec la production agricole, ben, il y a quelque chose qui nous est apparu il y a 2 ans comme une évidence, c'est qu'il fallait, si on intégrait ce type de centrale à nos campagnes, le faire en se donnant les moyens de déstructurer le moins possible l'équilibre économique du territoire. Ce que je veux dire par là, attention à la spéculation foncière. Parce qu'on va ramener des outils qui, aux producteurs,
aux producteurs ramène 10 à 20 fois le prix d'un loyer s'il le loue à un jeune agriculteur qui demain veut s'installer. Ça ne sert à rien de faire une conférence ici sur la foncière et de savoir comment on fait pour porter le foncier si on met le jeune d'entrée en concurrence avec des choses qui sont totalement déconnectées de la production d'alimentation. Donc il faut un cadre. Ce cadre, on a essayé de le porter, nous. Alors on a amené nos idées. La loi accélération production d'énergie renouvelable qui est sortie au mois de mars donne aux départements, au mois de mars 2023, donne aux départements cette capacité en donnant au CDPENAF un avis conforme sur le développement des permis de construire et de ces dites centrales. Donc on a essayé de bosser avec les maires de notre département, avec la préfecture de notre département et avec la Chambre d'agriculture qui a voté une mention à l'unanimité des syndicats qui étaient présents dans la salle et où on s'est dit, développons ces choses-là en travaillant 3 axes. Le premier, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le lien avec notre philosophie. Le sol, la terre, ça doit servir en priorité à produire de la production alimentaire. Donc couplons l'un, ok, mais n'impactons pas l'autre. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, sur la déstructuration économique des territoires. Il y a toute une question derrière de répartition de la valeur. Parce que si on ne veut pas totalement faire qu'un gagne beaucoup et qui achète toutes les terres autour, quelque part, il faut mettre des règles. Donc cette approche-là. Et puis le troisième, et à mon sens c'est le plus important, alors j'ai Total à côté, il a dit tout à l'heure qu'on leur tapait dessus, c'est pas forcément le cas, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut aussi donner au territoire la capacité en se structurant d'aller aux capitaux de ces structures. Il ne faut pas simplement regarder les billets passés et partir. Non. On a une ruralité qui, malheureusement, en Occitanie, souffre quand même aujourd'hui de carences économiques historiques et lourdes. Donc, servons-nous de ça aussi pour finalement redonner un élan économique à notre ruralité. Donc, on a un travail collectif à faire. Je pense qu'il y a des élus dans la salle, je vois Vincent Labarthe, mais on a un travail à faire entre le monde agricole, les développeurs et l'ensemble du territoire pour pouvoir porter d'une façon équilibrée ces outils-là. Je pense, là aussi, je vous parlais tout à l'heure d'acceptabilité, c'est un gap supplémentaire. Justement, par rapport à ça, Sylvain, quelle réaction vous pouvez avoir et notamment quels sont les partenariats financiers ou les partenariats tout court qui peuvent se structurer? Je pense aussi à Ombrea, par exemple, à toutes ces actions qui sont conduites. Est-ce que vous pouvez nous en donner 2-3 mots en réaction un peu à ce qu'on est en train de se dire là? Oui. Les projets de production d'énergie renouvelable sur les territoires sont, comme leur nom l'indique, des projets de territoire. Et donc, il y a partage de la valeur systématique lorsque ces projets sont montés par Total Énergie. C'est-à-dire que systématiquement, on intègre au capital des structures qu'on développe, les agriculteurs, les habitants, les collectivités parfois. Donc on est vraiment dans ce partage. Mais alors, de la valeur, ou je dirais de la pas beaucoup de valeur. Parce que quand même, ou la pas valeur. Parce que finalement, il y a un truc à la fin qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on produit de l'énergie renouvelable, le but ultime, c'est de fournir de l'électron vert aux Français. Abondant, fiable, décarboné, mais pas cher. Et là, quand on va travailler sur du renouvelable, le pas cher, il est compliqué quand même, parce que c'est physique, on est sur une énergie qui n'est pas super dense. Si vous voulez faire tourner un moteur avec 1 litre d'essence, si vous voulez produire la même énergie avec du photovoltaïque, vous immobilisez un terrain de foot de foncier pour le faire, qui doit être éclairé pendant 1 heure par du soleil. Donc on a quand même un petit sujet de non-densité de ces énergies renouvelables, et finalement, c'est mathématique, le prix de l'électron à la fin, il risque quand même d'être pas super compétitif. Et donc, le citoyen français risque de pas être super content. Donc, on a un sujet de partage de la valeur du sol au consommateur final, en passant par tous les gens qui vont développer les projets. Je fais une parenthèse au passage pour juste dire qu'on est le pays au monde où on met le plus de temps à développer des projets renouvelables. C'est 10 ans en moyenne pour une éolienne, c'est 7 ans en moyenne pour un parc photovoltaïque. Nous, aux États-Unis, on fait ça en 5 fois moins de temps. Donc le prix de l'électron, c'est moins cher à la fin. Donc tout ça pour dire qu'il y a un vrai sujet de partage de la valeur. Il faut le faire, mais c'est un partage de pas grand-chose à la fin.
Justement, par rapport au partage de la valeur et un peu l'accompagnement des projets, Vincent, juste, est-ce que tu peux réagir un peu sur ces sujets-là, nous dire comment une coopérative peut agir sur ça, et ensuite on laissera Robin conclure sur la vision de hauteur qu'on peut avoir sur ce qu'on s'est dit. Vincent, quelques mots par rapport aux partenariats qui peuvent se construire au niveau de Saint-Ouest Céréales avec des acteurs producteurs, les agriculteurs, etc. Oui, alors comme on le disait tout à l'heure, nous on a des besoins quand même qui sont importants en graines de colza, donc forcément qu'il y aura des partenariats à tenir et toujours des nouveaux fournisseurs qui pourront nous fournir leurs matières premières. Aujourd'hui, nous les enjeux, c'est quand même de trouver de la graine locale. On est dans le 79, on cherchera de la graine dans les 3 départements limitrophes, donc c'est vrai que ça ne concerne pas forcément l'Occitanie aujourd'hui, peut-être plus la Nouvelle-Aquitaine, mais bien sûr que c'est des problématiques qu'on a et qu'on aura toujours besoin de fournisseurs de matières premières là-dessus. Après, sur la partie Total et autres énergies, moi je ne pourrais pas y répondre, on n'a pas la capacité là-dessus, mais en tout cas le biocarburant a des belles années devant lui, je pense. On a encore bien 5 à 10 années sur les biocarburants, donc voire peut-être même plus d'après Sylvain. Donc il y aura des besoins quoi qu'il arrive. Par contre, pour reprendre juste par rapport à ce que disait Christophe tout à l'heure, on est forcément contre le Mercosur chez Centre-Ouest Céréales, mais aujourd'hui le biocarburant est quand même légiféré. Le Conseil d'État a quand même assuré que le baissant doit venir d'une culture française, donc de colza français. Donc on espère que ça durera, on fera tout pour. Et de toute façon, le but, c'est que ça continue comme ça, sinon il n'y a plus aucun intérêt sur l'impact CO2. Et il faut qu'il y ait du sens quand même à ce que la transition énergétique se fasse, mais de manière le plus locale possible. Alors très clair, alors Robin, tu as 1 minute 20 pour nous donner ta vision de conclusion entre souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique et par rapport à ce qu'on s'est dit. Quel est ton regard, toi, en tant qu'universitaire ? Okay. Ce qui est très clair, c'est qu'on aura besoin de toutes les sources d'énergie pour réussir à répondre à ces questions de souveraineté énergétique, de décarbonation de nos activités. On ne pourra pas mettre de côté une ou l'autre des solutions, donc on aura besoin d'actionner tous les leviers. Après, les questions qui ont été soulevées de concurrence avec la production alimentaire, de partage de la valeur, ça c'est des questions de société, de politique. Voilà, je pense qu'en France on est pas mal placé en termes de discernement sur ces questions-là. Il y en a quand même pas mal de garde-fous sur ces questions-là. Donc voilà, c'est des questions de politique pour trouver au mieux la formule qui nous convienne au mieux, quoi. Et on aura vraiment besoin de tout, quoi. Eh bien écoutez, merci à tous, merci pour la richesse de nos débats, un débat plein de relief avec des visions différentes et complémentaires. Donc je vous remercie pour votre participation.